Si vous êtes ici, c'est que vous ne croyez pas aux malédictions, n'est-ce pas? Moi non plus je n'y croyais pas, jusqu'à ce que le cimetière me parle avec la voix de ceux qui n'auraient jamais dû parler. Voici le seul avertissement que je vais donner. Si vous entendez une cloche sonner à minuit, et qu'il n'y a pas de clocher, ne courez pas vers la sortie. Il n'y aura plus de sortie. Je l'ai su trop tard. J'ai accepté un tour de garde que tout le monde refusait parce que j'avais besoin d'argent. Juste. Une nuit, m'a dit le responsable, un homme aux sourcils épais appelé Monténégro qui faisait ses comptes avec ses doigts comme quelqu'un qui prie et qui avait cette façon de regarder qui vous pèse sur la conscience. Tu restes de 11h à 6h. Ronde de surveillance toutes les heures. N'ouvre pas la porte de l'ossuaire. Si la cloche sonne, tu fais le décompte. J'ai acquiescé sans poser de questions. Décompte de quoi? Des ombres, a-t-il répondu sans me regarder. J'ai ri. Intérieurement. Si j'avais su. Le cimetière San Vicente de la Loma se trouve à la pointe du village, où le vent apporte une odeur d'eucalyptus et de métal rouillé. La grille principale se ferme avec un loquet qui grince comme un animal âgé. La première chose que j'ai remarquée en entrant, c'était le silence. Pas le silence normal, mais celui qui pèse dans les os, qui vous fait entendre ce qui n'existe pas, le pouls dans les tempes. La salive avalée toute seule, le frottement du tissu contre la peau. J'ai allumé ma lampe torche et le faisceau a percé une brume basse collée au sol comme une couverture humide. À gauche, les niches nouvelles avec des fleurs encore vivantes. À droite, le champ ancien, des tombes tordues qui ressemblent à des dents mal placées dans un sourire qui ne se ferme pas. Monténégro m'avait laissé une guérite, une pièce en brique avec une table, un thermos de café froid et un carnet relié en cuir. Le registre des vivants, a-t-il dit en posant sa main sur la couverture. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai lâché une blague, ne serait-ce pas plutôt l'inverse? Il n'a pas souri. Ici tu signes toutes les heures avec ton nom et l'heure exacte. Si la cloche sonne, tu notes aussi les noms qui se présentent. Nom de qui? De ceux qui font l'appel. Il a laissé la grande clé, les deux petites et un trousseau que je n'ai pas identifié. Avant de partir, il s'est arrêté net. Si tu vois une lumière dans la rangée ancienne des amandiers, ne la suis pas et ne parle pas si on te parle. Puis il est parti précipitamment, comme si la nuit était un animal que nous avions réveillé. Les 40 premières minutes ont été un défilé de pensées stupides. Je me répétais que tout n'était que des histoires pour effrayer les novices. Des contes d'ombre, registre des vivants. Ne parle pas si on te parle. Qui invente ces choses? J'ai marché le long de l'allée centrale pour faire ma première ronde. Les dalles avaient de petites fissures par lesquelles pointait l'herbe comme des veines vertes. La lumière de la lampe torche oscillait à mon pas, projetant des ombres longues qui s'amincissaient jusqu'à ressembler à des cordes tendues attachées à mes pieds. Je me suis arrêté devant une croix de fer avec une plaque rouillée. J'ai voulu lire le nom et alors c'est arrivé. Au loin, dans la rangée qu'ils appellent les vieux amandiers, une lumière jaunâtre est apparue. Faible, comme une luciole fatiguée. Elle bougeait lentement entre les pierres tombales les plus anciennes. Je me suis souvenu de l'avertissement et j'ai ressenti une pointe d'orgueil. Je n'allais pas laisser un truc bon marcher me déstabiliser. J'ai serré la lampe torche et je me suis obligé à continuer. Sur la route marquée dans le plan, collée à la guérite, couloir des niches B, tour par le cénotaphe. Vérification des grilles et enfin vérifier que le cadenas de l'ossuaire était mis. Facile. L'ossuaire était au fond, derrière un mur de pierre avec une petite porte en bois basse, presque infantile, renforcée avec des bandes de fer. Le cadenas noir semblait récent. L'anneau avait des marques d'avoir été changé. Je me suis penché pour vérifier et là j'ai entendu le premier son. Ce n'était pas la cloche, c'était quelque chose de plus discret, un petit coup rythmé de l'intérieur. Comme si quelqu'un frappait avec une articulation sur le bois. 2 fois, pause, 3 fois. Je suis resté immobile, sentant le poids de la lampe torche dans ma main. Des rats, me suis-je dit. De gros rats.
J'ai fait une note mentale pour demander du poison. Je suis retourné à la guérite signer le registre. 00, première ronde, sans nouveauté. En appuyant le stylo sur le cuir, le carnet s'est ouvert comme s'il avait exhalé. Les feuilles étaient pleines. 2 colonnes, heure, gardien, observation, et une autre tracée à la main avec de l'encre ancienne. Présent. Les dernières pages avaient des noms écrits d'une écriture inégale, comme si la personne avait tremblé en écrivant, les uns sur les autres, certains soulignés 2 fois. Présent. Je n'ai pas pu éviter un frisson. 3h30. Deuxième ronde. La brume s'était un peu dissipée et le froid mordait derrière les oreilles. Je suis passé près du cénotaphe, cette sorte d'autel de pierre sans nom, et il m'a semblé voir un éclat dessus, comme un petit verre. Je me suis approché, c'était une médaille ovale avec un visage effacé par le temps. Je l'ai prise pour mieux la voir et au fond, la lumière jaune s'est rallumée. Entre les vieux amandiers. Elle n'avançait pas, elle palpitait. Je l'ai laissée où elle était et j'ai continué. L'ossuaire n'a pas fait de bruit cette fois. Cadenas ferme. J'ai signé, première ronde 2, 100. Nouveauté. Ce qui a suivi, c'était la cloche. Il n'y a pas de clocher à San Vicente de la Loma, il n'y en a pas eu depuis des décennies. Maintenant. Ce n'est qu'un trou circulaire dans la terre couvert par un cercle de pierres et de mauvaises herbes. Je le sais parce que je l'ai vu après, quand la nuit s'était déjà rendue maîtresse de tous mes sens et que je n'étais plus qu'un hôte indésirable dans sa maison. La cloche a sonné à 1h17, un tintement net, métallique qui ne venait de nulle part. Venait de partout. Ce n'était pas fort, c'était précis. Une seule fois. Le son s'est glissé dans ma gorge. Comme s'il était né en moi et non dans l'air. Il s'est éteint et le cimetière est devenu encore plus silencieux, si c'était possible. Je me suis souvenu de ce que Monténégro avait dit, si la cloche sonne, tu fais le décompte. J'ai pensé au carnet, à la colonne des présents. Présent. Qui? J'ai remonté la fermeture de ma veste. J'ai ajusté la lampe torche et je suis retourné par l'allée centrale vers la guérite. Pendant que je marchais, j'ai entendu des pas clairs à ma gauche, en parallèle de l'autre côté des tombes. Ce n'étaient pas mes pas, ils avaient un autre rythme, plus lent. Je me suis arrêté. Les autres aussi. J'ai fait 3 pas rapides, les autres en ont fait un. J'ai éclairé avec la lampe torche, mais la seule chose que j'ai vue était la brume se déchirant en lambeaux et la calcaire d'une pierre tombale avec le nom dévoré par la mousse. Bonne nuit, ai-je dit sans réfléchir. La brume a changé. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce n'est pas qu'elle bougeait, c'est que tout autour est devenu plus attentif, comme quand quelqu'un entre dans une pièce et que tout le monde se tait. Dans ce silence, la cloche a sonné une deuxième fois. Pas plus fort, juste plus près. Mes jambes ont répondu en retard. J'ai voulu courir et l'idée la plus absurde m'est venue, suivre le protocole. Tu fais le décompte. Je me suis obligé à marcher jusqu'à la guérite d'un pas ferme. J'ai fermé la porte, j'ai appuyé le dos contre, j'ai respiré 2 fois. J'ai cherché le carnet avec des doigts qui ne semblaient pas être les miens. Je l'ai ouvert à une page blanche pour 1h10. 7. J'ai pris le stylo, présent, et je suis resté là à attendre je ne sais quoi. Au début j'ai pensé que c'était mon imagination, puis j'ai su que non. Très lentement, lettre par lettre, comme écrit par une main invisible, un nom est apparu depuis le bas de la table. Je n'ai pas vu l'encre bouger. J'ai vu des lettres formées où il n'y avait rien avant, comme si elles émergeaient de la fibre même du papier. Le nom était Isidro. Monsieur le M avait un trait long, trop long, qui s'étirait vers le bas comme une corde. J'ai senti de la bile dans ma bouche. J'ai avalé, j'ai regardé la porte. Entre les fentes du bois, un fil de brume s'est infiltré comme un insecte de fumée. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai fait la seule chose qui m'est venue à l'esprit, parler au carnet comme si c'était un vieux téléphone. Qui es-tu? Le T de qui m'est resté collé à la langue. Immédiatement je me suis souvenu de l'avertissement final de Monténégro, ne parle pas si on te parle.
Et j'ai compris à quel point mon salut sur l'allée avait été stupide. J'ai fermé la bouche comme si on m'avait serré avec une pince. Le carnet, indifférent à ma panique, a laissé apparaître un deuxième nom, cette fois plus incertain. Quelques lettres rongées par le tremblement, Nora. L'air à l'intérieur de la guérite a chuté de température d'un coup. La lumière de la lampe torche a vacillé comme si quelqu'un avait soufflé très près. Et alors, de l'extérieur, d'au-delà de la porte, une voix douce, sans corps, faite de respiration et de papier, a dit « appel nominal ». Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Le même ton habitué d'un professeur qui ne regarde pas ses élèves pour ne pas perdre de temps. Mes mains ont cherché la radio portable, je l'ai allumée, statique. J'ai tourné le cadran, plus de statique. Mes doigts ont heurté le trousseau de clés. L'une avait une étiquette écrite au crayon. Puis. Je ne me rappelais pas qu'il y ait un puits sur le plan, mais le mot était là comme une blessure ouverte. La cloche a sonné de nouveau, brève, exact, un coup de fouet métallique dans l'estomac. J'ai ouvert le carnet pour reculer de quelques pages. Je voulais voir si ces noms se répétaient. Je les ai vus. Isidro M apparaissait plusieurs fois. Chacune à la même heure, chacune accompagnée par d'autres listes. Lydia S, Père Aurelio, Elias R, Nora A. Et dans une page plus ancienne avec une encre qui ressemblait à de la fumée savonneuse, j'ai réussi à lire une note en marge, ne pas répondre. Seulement noter. S'il répond, il reste. Il reste. Qui reste? Moi. Mes genoux ont enfin tremblé. J'ai regardé la fenêtre, un rectangle noir. L'idée d'ouvrir la porte me semblait aussi absurde que nécessaire. Si je ne sortais pas, j'allais m'étouffer de pure peur. J'ai pris la lampe torche, le carnet et les clés. J'ai fait 2 pas vers la porte et alors j'ai vu pour la première fois quelque chose que je n'oublierai jamais tant que je garderai ma mémoire. Sur la vitre poussiéreuse au niveau de mes yeux s'est formée une haleine qui n'était pas la mienne. Un cercle humide comme celui que laisse un enfant pour dessiner avec son doigt. À l'intérieur de ce cercle, une ligne courbée a tracé un sourire. Ce n'était pas enfantin, c'était trop précis. J'ai reculé. Avec l'âme dans les talons. La voix de nouveau, sans volume et avec tout le poids du monde, a répété, appel nominal. La cloche obéissante a marqué l'heure invisible de ceux qui ne dorment pas. Un seul tintement qui a coupé la guérite en deux. Le carnet a craqué et j'ai senti que la table vibrait, non pas à cause du son, mais à cause de quelque chose qui marchait en dessous, comme si le sol avait gagné des nerfs. Et des tendons. Et là je l'ai compris, ou j'ai cru le comprendre. Le décompte n'était pas pour eux. C'était pour moi. Si je ne notais pas, si je ne disais pas présent, le cimetière allait me faire faire partie de la liste d'une autre manière. J'ai pris de l'air, j'ai serré le stylo jusqu'à ce que ma main me fasse mal et j'ai écrit de l'écriture la plus ferme que je pouvais, présent, Isidro M, Nora A. La laine sur la vitre s'est dispersée. Le froid a cessé de faire mal pendant une seconde, juste une. Le silence a été de nouveau du silence. Et alors? Du fond, juste là où le plan ne montrait rien, j'ai entendu de l'eau tomber dans un endroit qui n'existe pas. 1, 2, 3 gouttes. Puis un traînement doux comme d'une chaîne qui se retend. Je ne le savais pas encore, mais j'avais commencé le tour de garde qui ne finit jamais. À 1h30, la cloche a sonné pour la 4e fois. Pas 3, pas 5, 4. Et bien que personne ne me l'ait expliqué, j'ai compris que ce nombre signifiait quelque chose. Le carnet ouvert. Devant moi semblait respirer. Les pages s'agitaient à peine, comme si elles étaient de la peau sûre. Une poitrine qui monte et descend. Les 2 noms qui s'étaient déjà écrits tout seuls, Isidro aimé. Nora, restaient là comme des cicatrices fraîches. Et bien que je me sois promis de ne plus jamais poser de questions, une partie de moi avait besoin de savoir qui ils étaient. J'ai respiré profondément, comme si cela allait me donner du courage, et je me suis obligé à sortir de la guérite. Dehors, l'air était plus dense, comme si chaque bouffée me coûtait de traverser un voile invisible.
J'ai marché vers l'allée centrale et c'est alors que je me suis rendu compte que les pas qui me suivaient ne se cachaient plus. Quelqu'un marchait à mon rythme, toujours à gauche, juste entre la rangée des vieux amandiers. J'ai allumé la lampe torche de ce côté et ce que j'ai vu m'a glacé. Entre la brume pointait la silhouette d'un homme. Il ne marchait pas, il glissait en soulevant à peine les pieds. La lumière de la lampe torche n'atteignait jamais son visage, comme si la brume le protégeait. Je ne distinguais que sa veste longue et son chapeau enfoncé jusqu'au front. Quand la lumière l'effleurait, il se diffusait comme de la poussière. J'ai porté la lampe torche à ma poitrine, j'ai baissé le regard et j'ai continué à marcher en me souvenant de ce que Monténégro m'avait dit, ne parle pas si on te parle. Mais la voix ne tarda pas à arriver. Mais tu as déjà noté mon nom, a-t-elle murmuré si près que j'ai senti l'air frôler mon oreille. Je suis resté immobile. La lampe torche tremblait dans ma main et éclairait n'importe quoi sauf cette présence. Tu l'as noté, a-t-elle répété avec un ton qui n'admettait pas d'excuse. Je me suis souvenu du carnet, je me suis souvenu de comment les noms apparaissaient tout seuls. Si je répondais, si j'osais prononcer quelque chose, je savais que cela pourrait être ma condamnation. Alors j'ai serré les lèvres, j'ai avalé ma salive et j'ai marché le plus vite possible. La voix m'a suivi quelques mètres jusqu'à ce qu'un nouveau tintement de cloche coupe l'air comme un couteau. Alors tout s'est arrêté. En retournant à la guérite, j'ai trouvé le carnet ouvert à une autre page. Il y avait 3 nouveaux noms écrits d'une calligraphie tordue comme s'ils avaient été taillés au lieu d'être écrits « Père Aurelio, Lydia S, hier », tous soulignés d'un trait double, violent qui griffait la feuille. En voyant le nom du Père Aurelio, ma mémoire a fouillé toute seule. C'était le prêtre du village, celui qui, selon les anciens, s'était pendu dans la sacristie il y a plus de 30 ans. Je n'ai pas voulu en voir plus. J'ai fermé le carnet, mais même avec le couvercle fermé, je sentais que quelque chose à l'intérieur bougeait, comme si les lettres étaient des insectes cherchant à sortir. J'ai décidé que la meilleure idée était de terminer la ronde et de partir le plus tôt possible. Bien qu'il soit 2 heures du matin. L'ossuaire était silencieux. Cela m'a tranquillisé quelques secondes. Je me suis approché, j'ai éclairé le cadenas et j'ai confirmé qu'il tenait toujours. Mais en tournant, j'ai entendu un murmure qui venait de l'autre côté de la porte. « Mais tu ne devrais pas être ici. » Ce n'était pas un cri ni une menace. C'était une lamentation, un murmure fait de douleur et de fatigue. J'ai appuyé ma main sur le bois, presque sans y penser, et j'ai senti un froid glacial qui m'est monté le long du bras. Je l'ai retiré immédiatement. Le murmure a continué, nous ne voulons pas rester. J'ai reculé en trébuchant sur une pierre tombale basse. La lampe torche est tombée, a roulé. Et dans l'instant où la lumière a tourné sur le sol, j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Des empreintes. Des empreintes fraîches marquées dans le gravier, comme si quelqu'un de pied nu avait marché minutes avant. Elles étaient nombreuses, plus de 5, toutes pointant vers la guérite. J'ai couru après la lampe torche, je l'ai ramassée et en me tournant vers la guérite, je l'ai vue. Une ombre immobile à la fenêtre. Ce n'était pas un reflet, ce n'était pas un truc. Elle était debout. Observant, attendant. Et ce n'était pas moi. Je me suis approché lentement avec le cœur battant comme un marteau dans ma poitrine. Quand je suis arrivé à la porte, l'ombre n'était plus là. Je suis entré, j'ai allumé la faible lumière d'un fanal de kérosène qui était sur la table et je me suis aussitôt repenti. Dans le carnet, dans la colonne des présents, apparaissait une nouvelle annotation. Pas un nom, pas une initiale. Un seul mot écrit avec de l'encre sombre, irrégulière, comme s'il avait été fait avec de la cendre et de la salive. Ce mot était « toi ». Le froid m'a transpercé jusqu'aux os. Le carnet, qui jusqu'à ce moment n'était qu'un objet étrange, s'est transformé en une sentence. Si eux avaient écrit « toi », cela signifiait que mon nom commençait à faire partie de la liste. Et alors j'ai tout compris. Ce n'était pas moi qui notais les morts, c'était eux qui me notaient. J'ai regardé de nouveau le carnet avec le mot écrit « toi ».
J'ai senti qu'il m'arrachait quelque chose qui était encore à moi. Mon identité, mon nom, ma place parmi les vivants. J'ai fermé le livre. Violemment, comme si j'écrasais un insecte, mais je savais que cela n'arrêtait rien. En le faisant, le fanal a vacillé et je jurais que pendant ce vacillement j'ai vu sur le mur ma propre ombre, mais elle ne bougeait pas au rythme de mon corps. L'ombre avait la tête inclinée sur le côté, comme pendue à une corde invisible. Je me suis écarté brusquement et j'ai renversé le fanal par terre. La flamme s'est éteinte d'un coup, ne laissant que la lampe torche. À cet instant, j'ai encore entendu des pas dehors, beaucoup, qui entouraient la guérite comme si un groupe entier tournait en procession. Ce n'étaient pas des pas rapides, c'étaient des traînements. Comme des pieds fatigués qui ne touchent jamais vraiment le sol. Le bruit de gravier déplacé se plantait dans mes oreilles. L'instinct m'a dit de ne pas ouvrir, mais quelque chose de pire s'est produit. La porte a commencé à grincer toute seule, comme si quelqu'un de l'autre côté poussait à peine. Le bois vibrait et le cadenas de l'intérieur se tendait. J'ai voulu le tenir avec ma main, mais le froid que j'ai senti était comme toucher de la glace sèche. J'ai retiré ma main immédiatement, craignant que la peau ne colle au bois. Et alors la cloche a sonné une seule fois. À 2 heures exactes. Le son n'est pas venu d'en haut ni de loin, mais du sol, juste sous mes pieds. La vibration m'a parcouru les jambes comme un frisson électrique. J'ai regardé le carnet, bien que je ne veuille pas, et c'était là. Les feuilles passaient toutes seules, vite, comme si quelqu'un les feuilletait avec rage d'en bas. Quand elles se sont arrêtées, I avait une liste complète de noms, presque 10, écrits avec des lettres déformées, comme faites avec des mains faibles. Le dernier, en bas de tous, était mon nom de famille. Mon prénom pas encore. Juste le nom de famille, comme s'ils avaient déjà réservé l'espace. La sueur coulait dans mon dos, froide, poisseuse. J'ai pris la lampe torche et je suis sorti de là. Guérite décidée à ne pas revenir. Mais à peine j'ai mis un pied dehors, la brume avait changé. Elle était plus épaisse, plus haute, et en elle je distinguais des silhouettes, beaucoup, hommes, femmes. Même de petites figures qui semblaient être des enfants. Ils ne marchaient pas. Ils étaient debout, immobiles, regardant vers moi. La lampe torche tremblait dans ma main et chaque fois que je la bougeais, les figures se rapprochaient un peu, comme si la lumière les attirait. J'ai couru, je ne sais combien de temps. Je suis passé près du cénotaphe, j'ai sauté une rangée de pierres tombales, j'ai esquivé des croix de fer, mais le cimetière semblait infini. Les chemins se répétaient, les mêmes tombes se dupliquaient. À chaque tournant, à chaque coin, je trouvais les mêmes plaques rouillées, les mêmes noms effacés. L'endroit m'avalait. Je me suis arrêté en haletant. Et c'est alors que j'ai entendu quelque chose de différent, un rire. Ce n'était ni d'homme ni de femme, c'était un rire brisé, comme un vieil enregistrement qui se répète. Il venait de l'ossuaire. Contre toute logique, mes pas m'y ont mené. Le cadenas était toujours mis, mais la porte était entr'ouverte, juste une fente comme une bouche. Qui attend? Je me suis approché le cœur affolé et j'ai éclairé à l'intérieur. La lampe torche a révélé l'impossible. Il n'y avait ni os ni boîte ni poussière. Il y avait de l'eau, un puits d'eau noire immobile. Qui reflétait mon visage, mais pas mon visage de ce moment-là. Dans le reflet, j'apparaissais avec le cou tordu, avec les yeux blancs, et derrière moi on voyait Monténégro, le responsable, me regardant avec un sourire qu'il n'avait jamais montré en personne. J'ai reculé terrifié et la porte de l'ossuaire s'est fermée d'un coup. Le coup sec a retenti comme un tonnerre et la cloche a sonné de nouveau, maintenant 3 fois de suite. Depuis l'eau du reflet, j'ai entendu ma propre voix dire, présent. Je suis tombé à genoux sur le gravier en tremblant. Je ne pouvais pas m'échapper. Je l'ai compris. Avec une clarté brutale. Ce tour de garde ne finissait pas à 6 heures du matin. Ce tour de garde n'avait pas d'issue. Le cimetière ne m'avait pas embauché pour le surveiller, il m'avait appelé pour m'ajouter à la liste. Je suis resté agenouillé devant l'ossuaire, avec le gravier qui s'enfonçait dans mes genoux et là.
Respiration transformée en halètement brisé. Le reflet que j'avais vu dans cette eau noire restait gravé dans mon esprit. Moi-même, mort, pendu à une corde invisible, avec Monténégro derrière. Souriant. C'était si absurde que j'ai voulu me convaincre que tout était une hallucination, fruit de la fatigue et de la peur. Mais le froid sur ma peau, l'écho de la cloche et les noms dans le carnet me disaient le contraire. Ce qui se passait n'était pas un rêve, c'était réel, plus réel que ce que mon esprit pouvait supporter. Je me suis obligé à me lever. Les silhouettes dans la brume restaient immobiles, observant. J'ai marché vers la guérite en titubant et quand j'ai franchi la porte, le carnet était de nouveau ouvert. Je ne me rappelais pas l'avoir laissé ainsi. Les pages n'étaient plus blanches, elles étaient couvertes de noms à l'encre sombre, empilés les uns sur les autres, comme si chaque tour de garde nocturne avait ajouté sa propre liste. Ce qui m'a glacé le sang, c'est ce que j'ai découvert en tournant les feuilles, parmi les vieux noms. Certains étaient barrés, non pas d'un trait quelconque, mais d'un trait épais, violent, comme s'il avait voulu les effacer de force. Et au pied de ces ratures, il y avait des notes écrites en lettres. Serré, a répondu, a parlé, sorti du registre. J'ai senti un vide dans l'estomac. Ces personnes avaient été à ma place avant et avaient disparu. J'ai continué à lire avec désespoir jusqu'à ce que je trouve mon nom de famille. Ce n'était pas la première fois qu'il apparaissait. Dans une page jaunâtre écrite d'une écriture irrégulière, il était déjà là, barré, il y a plus de 20 ans. C'était le nom de mon père. Ma tête a tourné. Je me suis vaguement souvenu que mon père avait travaillé comme veilleur dans le même cimetière pendant un temps, quand j'étais enfant. Il ne m'a jamais raconté ce qu'il avait vu. Il n'a jamais rien dit. Je sais seulement qu'un matin il n'est pas rentré à la maison. Ils l'ont cherché pendant des semaines, mais officiellement ils l'ont déclaré disparu. Ma mère n'a jamais voulu parler du sujet et j'ai appris à l'enterrer dans un coin de ma mémoire. Jusqu'à maintenant. Le carnet n'enregistrait pas seulement des noms, il enregistrait des générations. Et j'ai compris que je n'étais pas là par hasard. J'avais été appelé, j'avais hérité d'un tour de garde que je n'aurais pas dû accepter. J'ai frappé la table avec rage. J'ai crié comme si quelqu'un pouvait m'entendre. L'écho de ma voix s'est perdu entre les murs de la guérite et je me suis immédiatement repenti. Le silence du cimetière s'est brisé avec un murmure bas, comme si des centaines de bouches commençaient à prononcer des mots en même temps. De partout. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais le ton était clair. Il m'appelait. La cloche a sonné de nouveau, 7 fois 5 fois de suite. Le carnet s'est ouvert tout seul et dans la colonne des présents est apparue une phrase qui m'a brisé l'âme, ton père a répondu. Je suis resté glacé. L'air est devenu épais et j'ai senti que les murs de la guérite se rétrécissaient comme s'ils voulaient m'écraser. Dans un élan, j'ai pris la lampe torche et je suis sorti en courant vers la rangée des vieux amandiers, où la lumière jaunâtre continuait à clignoter. Chaque pas que je faisais était comme m'enfoncer dans un marécage, mais quelque chose en moi me poussait à y arriver. J'avais besoin de réponses. En arrivant, je l'ai vu. Entre les tombes tordues, la lumière éclairait une pierre tombale usée couverte de mousse. Je me suis penché et d'une main tremblante j'ai nettoyé la surface jusqu'à ce que je puisse lire. Le nom était presque effacé, mais j'ai reconnu les lettres. C'était celui de mon père. Cela n'aurait pas dû être possible. Il ne l'avait jamais enterré là. Il ne nous avait jamais dit qu'il l'avait trouvé, mais sa tombe était devant moi avec la terre remuée comme si quelqu'un l'avait ouverte récemment. Je suis resté paralysé et alors, derrière moi, une voix grave, fatiguée et brisée a prononcé mon nom complet. Ce n'était pas un murmure ni un cri. C'était mon père qui m'appelait depuis la tombe. Je me suis tourné lentement et je l'ai vu. Ce n'était pas un cadavre, ce n'était pas non plus un fantôme. C'était une figure sombre, mince, avec les yeux enfoncés et la peau collée à l'os, mais avec les mêmes traits que j'avais gardés dans ma mémoire d'enfance. Il tendait une main vers moi et sur ses lèvres sèches il y avait un seul mot, présent. Quand je l'ai vu,
j'ai su qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Peu importe combien je courais ou combien de fois je nierais ce que je voyais. La figure devant moi était mon père, ou ce qu'il en restait. Il était debout entre les tombes anciennes, avec la peau collée aux os comme un papier. Froissé, les yeux enfoncés et pourtant, sa voix avait la même force que je me rappelais de mon enfance. Le présent, a-t-il répété avec un ton qui n'était ni un salut ni une acceptation, c'était une sentence. L'air s'est glacé. Je n'ai pas pu répondre. Mes lèvres tremblaient, mais n'ont prononcé aucun mot. Je me suis souvenu de ce que Monténégro m'avait averti, ne parle pas si on te parle. Et pourtant, tout mon être me criait de répondre, de dire quelque chose. C'était mon père, l'homme qui m'avait porté dans ses bras, qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait disparu un matin sans explication. Maintenant il était là, me demandant de le reconnaître. J'ai avalé ma salive et avec la voix la plus brisée que j'ai jamais eue, j'ai murmuré, « Papa ». Le silence qui a suivi était insupportable. Mon père a levé la tête et dans ses yeux j'ai vu un éclat qui n'appartenait pas à ce monde. Il a fait un pas vers moi en traînant les pieds et la cloche a sonné. Juste à cet instant, 2 fois de suite, comme si elle approuvait la rencontre. « Tu n'aurais jamais dû venir », a-t-il dit avec une voix qui semblait sortir de plus d'une gorge. J'ai reculé en trébuchant sur une pierre tombale pendant que la lampe torche éclairait son visage. Ce n'était pas un cadavre commun. Sa peau était marquée de symboles étranges, des lignes noires qui parcouraient son cou et sa poitrine comme des chaînes dessinées. J'ai compris qu'il n'était pas seulement mon père, il faisait partie du cimetière maintenant. Il a tendu la main vers moi et j'ai pu voir qu'il n'avait pas d'ongles, seulement l'os nu. Pourtant, ce qui m'a le plus troublé, ce n'était pas son aspect, mais ce qu'il a dit après, ici il n'y a pas de repos. Seulement la liste. Une liste qui ne finit jamais. Je suis resté sans souffle. Le carnet, le décompte, la cloche, tout faisait partie de ce cycle. Des générations piégées, obligées de répondre à l'appel chaque nuit, sans libération, sans oubli. Que veux-tu de moi, ai-je demandé en brisant la règle, sachant qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Sa bouche s'est tordue en quelque chose qui ressemblait à un sourire triste. Je veux que tu ne me remplaces pas. Je n'ai pas compris immédiatement, mais alors je l'ai vu clairement. Chaque fois que quelqu'un de nouveau était piégé dans ce tour de garde, un autre était libéré. Le cimetière ne grandissait pas, il se nourrissait d'un relais éternel. Et maintenant c'était mon tour. Me tuer de mon sang, a-t-il continué. Et s'ils écrivent ton nom complet, je sors de la liste. La cloche a retenti de nouveau comme confirmant ses paroles. Le froid est devenu insupportable. Derrière mon père, les autres figures dans la brume ont commencé à bouger lentement, comme traînées vers moi. Toutes répétaient la même chose dans un chœur de voix décomposée, présent, présent, présent. Je me suis bouché les oreilles, mais les voix étaient dans ma tête. La lampe torche clignotait et éclairait à peine quelques pas devant moi. Dans un élan, je suis sorti en courant vers la guérite sans regarder derrière. Quand je suis arrivé, le carnet était ouvert sur une page propre comme s'il m'attendait, et là, dans la colonne des présents, était déjà écrit mon nom incomplet, mon prénom, suivi de mon nom de famille. Il ne manquait que mon deuxième prénom. Ce vide blanc était comme un abîme qui m'appelait à sauter. Je suis tombé sur la chaise épuisée, les mains tremblantes. S'ils écrivaient le reste, mon père serait libre et j'occuperais sa place. C'était la vérité. C'était la condamnation du cimetière. Et c'est alors que j'ai entendu sa voix claire derrière la porte de la guérite, plus humaine qu'avant, plus proche. Donne-moi ton nom et tu pourras me libérer. La cloche a sonné une autre fois, une seule fois, comme si elle me donnait le tour de répondre. La voix de mon père derrière la porte était un couteau dans la poitrine. Il ne criait pas, il ne menaçait pas. Il suppliait. Et cette supplication était pire que n'importe quelle menace. Donne-moi ton nom. Seulement ton nom. Le carnet était déjà ouvert sur la table avec mon nom incomplet écrit d'une calligraphie qui n'était pas la mienne.
Il manquait à peine 5 lettres pour sceller mon destin. Je le regardais et je sentais que ma main de son propre chef voulait prendre le stylo et compléter ce qui manquait. Je me suis accroché à la table pour résister. Dehors, les pas ont recommencé à résonner. Ils étaient nombreux, entourant la guérite. Ce n'étaient pas des pas désordonnés. Ils bougeaient comme dans un défilé, cadencés, graves. Chaque pas résonnait dans la terre comme un tambour funèbre et au milieu de ce défilé, une cloche invisible marquait le rythme. Présent, 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 répétaient les voix. J'ai voulu me boucher les oreilles, mais cela ne servait à rien. Elles étaient déjà en moi. J'ai fermé les yeux et je l'ai vu. Mon père jeune, riant, avec le visage propre des marques qu'il avait maintenant, me portant sur ses épaules quand je pouvais à peine marcher. Et puis je l'ai vu comme il était maintenant, flétri, vide, prisonnier de cette liste. Et si tu ne me libères pas, a-t-il murmuré, quelqu'un d'autre le fera, et alors tu resteras ici. Seul. Les mots se sont glissés dans ma poitrine comme des griffes. J'ai ouvert les yeux d'un coup et j'ai vu quelque chose d'impossible. Sur le mur de la guérite ont commencé à se dessiner des ombres. Comme des silhouettes écrasées contre la brique. C'étaient des dizaines de corps contorsionnés. Comme si quelqu'un les avait collés là de l'autre côté. Tous répétaient la même chose à l'unisson. Bougeant des bouches qui n'existaient pas, donne le nom, donne le nom. La lampe torche a grésillé et s'est éteinte, me laissant seul avec la lumière mortelle du fanal. J'ai pris le carnet et je l'ai lancé contre le mur avec rage, mais le livre n'est pas tombé. Il est resté suspendu. Dans l'air, ouvert, flottant comme s'il avait sa propre vie. Les pages se tournaient toutes seules, de plus en plus vite, jusqu'à s'arrêter sur une feuille où il y avait une phrase écrite en lettres tordues. Celui qui nie son sang reste double. Le message m'a frappé comme un coup de marteau. Si je refusais d'écrire mon nom, non. Seulement je resterais piégé, mais mon père aussi continuerait là, et ensemble nous porterions là. Condamnation. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine. Soudain, la porte de la guérite s'est ouverte toute seule et il était là, mon père, ou ce qu'il en restait. Son visage était creusé, sa peau pendait comme un chiffon, mais ses yeux. Ses yeux étaient les mêmes qui me regardaient quand j'étais enfant. Il a levé la main et me l'a tendue. Dis seulement ton nom complet, fils. Libère-moi. Je me suis levé. En titubant, la gorge serrée. Le stylo était par terre, juste à mes pieds. Je me suis baissé, je l'ai pris, et le livre flottant s'est ouvert de nouveau sur la page où était écrit mon nom incomplet. L'espace blanc m'appelait. J'ai senti que si j'écrivais les lettres manquantes, tout finirait. Le défilé de pas dehors s'est arrêté. Dans l'expectative, comme si tous attendaient ma décision. Mon père a souri pour la première fois. Sans douleur, comme s'il pouvait vraiment redevenir libre. Présent, a-t-il dit dans un filet de voix. Et ma main a commencé à bouger toute seule sur le papier, dessinant la première lettre manquante. De mon nom complet. Ma main a tracé la première lettre de mon deuxième prénom dans le carnet et à cet instant tout le cimetière a retenu son souffle. L'air, les voix, les pas, même la brume ont semblé s'arrêter comme s'ils attendaient ma décision finale. Le livre tremblait dans mes mains et je tremblais avec lui. Mon père, debout sur le seuil de la guérite, me regardait avec ses yeux qui avaient été mon refuge dans l'enfance, maintenant transformé en pluie de désespération. Le sourire qu'il avait était différent. Mélange d'espoir et de faim. Parce que oui, je l'ai remarqué en cette seconde, il y avait quelque chose dans ce sourire qui n'était pas complètement le sien. Et écrit, a-t-il murmuré d'une voix entrecoupée. Réécrit tout. La cloche a sonné une seule fois, mais si fort que le sol a tremblé. Le fanal a explosé, me laissant avec la lumière bleutée du ciel nocturne qui se filtrait à peine par la fenêtre. Dehors, des centaines de voix à l'unisson ont commencé à crier. Présent, présent, présent. La pression dans ma tête était insupportable. Je sentais que si je ne finissais pas d'écrire, mon crâne allait se fendre en deux. Alors je me suis arrêté avec le stylo en l'air à 1 millimètre de compléter.
Mon nom et j'ai demandé ce que je n'aurais jamais dû demander, et si je te libère, que m'arrive-t-il? Le silence a été brutal. Même mon père s'est tu. Son sourire s'est défait et ses traits se sont tendus. Finalement, avec une honnêteté cruelle, il a répondu, tu prends ma place. Les mots ont été comme un marteau dans la poitrine. Toute la vérité m'a frappé d'un coup. Le cimetière ne libérait pas les âmes, il ne faisait que les remplacer. Le cycle ne se brisait pas, il se renouvelait simplement. Et j'avais été choisi pour l'héritage. La cloche a sonné de nouveau, cette fois de suite, chaque coup plus fort que le précédent. Le carnet brûlait sous mes mains comme si les pages étaient vivantes. Dans cette chaleur infernale, les lettres ont commencé à s'écrire toutes seules, complétant mon nom pendant que j'essayais de lâcher le stylo. J'ai crié de toute la force qui me restait, mais le son s'est perdu dans le chœur de voix qui répétait ma condamnation. Le dernier trait est apparu, fermant mon nom complet. À cet instant, le visage de mon père a changé. Ses yeux ont retrouvé l'éclat humain, ses rides ont disparu et dans un soupir de soulagement il a commencé à s'évanouir devant moi comme de la poussière emportée par le vent. Pendant une seconde, j'ai vu l'homme que je me rappelais enfant, me souriant avec tendresse. « Merci, fils », a-t-il murmuré avant de se désintégrer dans la brume. Le carnet est tombé sur la table, fermé. Le froid s'est dissipé. Le cimetière est retourné au silence absolu. Tout semblait avoir fini, mais alors j'ai regardé mon reflet dans la vitre cassée du fanal et j'ai compris. Mes yeux n'étaient plus les miens. Ils étaient enfoncés, éteints, comme ceux des ombres qui m'avaient entouré toute la nuit. J'ai senti un poids sur les épaules, une fatigue infinie. Et quand j'ai essayé de sortir de la guérite, la porte ne s'est pas ouverte. L'horloge marquait 6 heures du matin. Le tour de garde aurait dû se terminer, mais il ne s'est pas terminé. Le carnet s'est ouvert tout seul une fois de plus à la dernière page. Là était écrite une nouvelle phrase avec de l'encre fraîche, le tour de garde ne finit jamais. Maintenant c'est toi qui fais l'appel. La cloche a sonné et cette fois ce n'était pas dehors. Elle a sonné dans ma gorge, dans ma poitrine. Comme si j'étais devenu la cloche moi-même. Dehors, les ombres se sont alignées en attendant que je les nomme. Et je l'ai su. Je n'étais plus un visiteur, j'étais le nouveau gardien du registre, l'homme qui notait les noms, celui qui faisait l'appel dans le cimetière. J'ai pris le stylo avec des mains qui n'étaient plus les miennes et j'ai prononcé pour la première fois le mot « présent ». Et c'est maintenant que vous comprenez pourquoi je vous raconte cette histoire. Parce que le cycle continue, parce que la liste n'est jamais complète, parce que quelqu'un doit me remplacer. Si vous entendez une cloche sonner à minuit et qu'il n'y a pas de clocher, si on vous propose un tour de garde que personne ne veut, si Monténégro vous regarde avec cette façon qui pèse sur la conscience. Souvenez-vous de moi. Souvenez-vous que le cimetière San Vicente de la Loma ne cherche pas des gardiens, il cherche des prisonniers. Et une fois que votre nom est écrit dans ce carnet, une fois que vous répondez présent à cet appel nocturne, il n'y a plus de retour possible. Le tour de garde ne finit jamais. Et maintenant, c'est moi qui passe la liste.